Mes amis, je vous parle encore de Sicile, je vous envoie de belles images ensoleillées pour vous réconforter si vous êtes de retour au travail et parfois dans un temps un peu gris. Je vous parle aujourd'hui des risques d'éclatement de la bulle spéculative Internet, de la bulle intelligence artificielle aux États-Unis cet automne. Je vous parle de risques, je souligne tout de suite, ça ne veut pas dire certitude, ça ne veut pas dire prédiction, ça ne veut pas dire prévision. Ça veut dire qu'il y a un débat qui enfle aux États-Unis sur cette question. Il y a des gens qui disent mais non, il n'y a pas de bulle intelligence artificielle. Il y a des gens qui disent mais les valorisations d'entreprises qui développent, qui déploient de l'intelligence artificielle, les valorisations de ces entreprises sont totalement démesurées, sont extrêmement gonflées, surgonflées par rapport à la réalité, et ça ne peut qu'éclater. Alors il y a un débat entre les deux et qui n'est pas tranché. Je vais vous restituer aujourd'hui les termes du débat, mais ce débat a été très profondément remanié ce week-end par les déclarations à Jackson Hole, la rencontre des banquiers centraux mondiaux, la rencontre par la conférence de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, sa conférence, ce discours qu'il a prononcé à Jackson Hole, où il a, dans la pratique, dit deux choses. C'est que le risque d'inflation existe aux États-Unis, notamment du fait de la politique protectionniste de Trump, qui est, vous le savez, un impôt qu'il impose sur la consommation, comme s'il crée une TVA qui n'existe pas aux États-Unis. Mais Jérôme Powell dit, au fond, ce risque d'inflation est moins important que la dégradation du marché de l'emploi aux États-Unis, qui procède de plusieurs phénomènes. Alors, on va le redire, apparemment, le marché de l'emploi aux États-Unis est au beau fixe. Les personnes en recherche active d'emploi sont extrêmement très peu nombreuses, sont à un niveau extrêmement bas, historiquement bas. Donc, en apparence, les États-Unis, sous Trump, continuent à vivre le plein emploi. Simplement, ce qui inquiète Jérôme Powell et de nombreux économistes, alors les débats au sein de la Fed au mois de juillet ont été publiés. On sait qu'il y a un camp qui dit qu'il faut se préoccuper de l'inflation qui reste élevée, qui va augmenter avec les tarifs douaniers de Trump. Il y a un autre clan auquel Jérôme Powell s'est raccroché, auquel il s'est rallié. Cet autre clan dit mais non, le vrai problème c'est la dégradation du marché de l'emploi, parce que si en apparence il y a un plein emploi, en réalité il y a un découragement qui se fait. Et énormément de gens renoncent à chercher un emploi, ne sont plus comptabilisés comme chômeurs, mais ils ne cherchent plus un emploi. Et il y a peu de création d'emplois par ailleurs. Donc le marché de l'emploi aux États-Unis a progressé beaucoup moins vite que les prévisions d'inflation. Retrouvez sur le Substack que j'ai créé les chiffres exacts. Je fais un article afférent à cette vidéo c'est là l'adresse ericverhag.substack.com. Vous retrouverez sur cet article les chiffres précis et l'ensemble des données officielles sur ces questions qui justifient que Jérôme Powell ait annoncé à la conférence de Jackson Hole une probable baisse des taux d'intérêt. Alors c'est par ailleurs ce que lui demande Donald Trump depuis longtemps, puisque Donald Trump dit mais les taux d'intérêt élevés de la Fed rendent l'argent cher. C'est la même chose partout dans le monde, hein. Quand les taux directeurs d'une banque centrale sont élevés, l'argent est cher, donc le crédit est élevé. Et donc, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins on s'endette et donc moins on crée de la croissance. Et là, Trump dit à Jérôme Powell depuis plusieurs mois, je vais te virer si tu ne baisses pas les taux d'intérêt, ce qui n'est pas très bon pour la crédibilité économique des États-Unis, cette pression sur le banquier central. Mais finalement, Jérôme Powell, pour des raisons argumentées, qui ne sont pas liées à la pression politique de Trump à mon avis, mais pour des raisons d'inquiétude quant à la dégradation des fondamentaux économiques des États-Unis, Jérôme Powell dit « Je suis assez d'accord, le temps vient de baisser les taux d'intérêt et donc de relancer l'activité pour relancer l'emploi aux États-Unis. » Vous savez que la Fed a un mandat double, elle doit veiller pour maintenir l'inflation à 2%, et l'inflation aux États-Unis est supérieure à 2%. Et la Fed doit veiller à maintenir le dynamisme du marché de l'emploi. On rappelle que le mandat de la BCE, selon les traités, est seulement de maintenir l'inflation à 2% et de ne pas se préoccuper du marché de l'emploi. Voilà, on l'a rappelé. Donc Jérôme Powell dit on va baisser les taux d'intérêt. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque au fond, ça veut dire qu'on va pouvoir recommencer à s'endetter, ou en tout cas on va lâcher un peu les vis qui écrasent le crédit. Ça va permettre de recréer des bouffées d'air, des bouffées d'oxygène, de relancer l'activité.
Simplement, le problème, c'est que la baisse des taux d'intérêt va créer des effets de bord. Alors d'abord, il faut redire que si le marché de l'emploi aux États-Unis est en position délicate, c'est essentiellement, c'est très largement à cause de la politique absurde de Trump, qui croit qu'en supprimant les immigrés, on fait venir des natifs. L'expérience montre actuellement aux États-Unis que les natifs fuient le marché du travail, malgré tout, alors qu'il y a moins d'immigrés pour occuper des postes ingrats, et que les natifs, lorsqu'ils acceptent de remplacer des immigrés, demandent le double de salaire des immigrés, ce qui produit de l'inflation, parce que les entreprises, à un moment donné, si elles augmentent massivement les salaires, eh bien, en même temps, elles sont obligées d'augmenter massivement leurs prix pour couvrir les salaires. N'oublions jamais que, à un moment donné, le salaire compte dans le prix final du bien, et que si on augmente les salaires, eh bien, on augmente les prix de vente, et donc on fabrique de l'inflation. En l'espèce, on considère qu'en 3 mois, le prix moyen du repas au restaurant a augmenté de 5% aux États-Unis du fait de la politique d'expulsion massive des immigrés menée par Trump dans le secteur de l'hôtellerie, à tel point qu'à la mi-juin, Trump a dû annoncer qu'il ne pourchasserait plus les immigrés clandestins, ni dans l'hôtellerie, ni dans l'agriculture, pour éviter une faillite de la filière agricole américaine et pour éviter des fermetures massives de restaurants aux États-Unis. Voilà. Donc, il y a une politique d'immigration de Trump qui est escalée et qui vise notamment à restreindre l'arrivée d'étrangers diplômés, ce qui pose un problème pour un certain nombre d'entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre diplômée et qui ne les trouvent plus. Et donc ça pose des questions sur la capacité des États-Unis à maintenir une activité économique dynamique, même si il y a une baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt ne va pas permettre d'attribuer des diplômes à des Américains qui n'en ont pas. Autre problème de la politique de Trump, ce sont les tarifs douaniers qui se traduisent aujourd'hui par des difficultés industrielles. C'est par exemple le cas de General Motors qui, du fait des barrières douanières, a du mal à exporter et doit augmenter ses coûts de production parce que pour fabriquer une voiture aux États-Unis, il faut importer des biens venus de pays soumis à des tarifs douaniers. Et donc la politique protectionniste de Trump, je sais que c'est difficile à entendre pour les zinzins qui pensent que le protectionnisme est une baguette magique, mais la politique protectionniste de Trump est en train de nuire en profondeur aux intérêts de l'industrie américaine et aux intérêts de l'emploi aux États-Unis. Il ne suffit pas de dire « je vais défendre le peuple » pour être un réel défenseur du peuple. La preuve, Trump a expliqué qu'il allait défendre le peuple et dans la pratique, il y a une augmentation du chômage aux États-Unis et il y a des difficultés industrielles importantes, même si tout cela est caché par les statistiques ou par les techniques statistiques officielles. Et donc, dans la pratique, ces difficultés ne vont pas être résolues par la baisse des taux d'intérêt. En revanche, ce qui est très probable, c'est que la baisse des taux d'intérêt permette à de nombreux financiers de s'endetter massivement pour nourrir la spéculation autour des prises de participation dans les entreprises technologiques, notamment dans les entreprises qui fabriquent de l'intelligence artificielle. Et même si ces entreprises ont aujourd'hui des bilans sains, la folie de ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité, va pousser un certain nombre de financiers à s'endetter massivement pour investir, parfois à perte, parfois dans des projets qui n'ont aucune rationalité ni aucune forme de bon sens. Voilà, petite coupure due à l'intempestivité de nos amis italiens. Donc, à un moment donné, ces financiers vont s'endetter, prendre des risques financiers grandissants pour ne pas rater une opportunité sur le marché de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce marché est capté par 5 grandes entreprises technologiques dont on considère aujourd'hui qu'elles sont valorisées très au-dessus de ce qu'elles valent réellement. Elles ont des bilans sains, elles ont une activité saine, mais aujourd'hui, il y a une disproportion entre la valeur qu'on leur attribue et la réalité de leur activité économique. Et déjà en 2002, l'économie américaine avait beaucoup souffert du fait de ces investissements de FOMO, c'est-à-dire de peur de rater l'opportunité, où les gens investissent massivement pour les financiers s'endettent pour essayer de gagner le plus possible d'argent et parfois dans des projets qui sont morts d'avance. Là, la particularité, c'est que s'endetter pour financer Google, pour financer Meta, pour financer d'autres grandes entreprises, s'endetter pour faire ça, évidemment, n'a pas
énormément de sens, si ce n'est de créer d'énormes bulles explosives. Parce que si ces grandes entreprises qui structurent la bourse américaine aujourd'hui, qui sont à peu près les seules à gagner de l'argent sur la bourse américaine, si ces entreprises devaient s'effondrer, si elles devaient se trouver en position de déposer leur bilan, ou en tout cas de tailler dans leurs effectifs encore plus qu'elles ne font depuis un certain temps, eh bien ces entreprises pourraient créer des problèmes de stabilité économique mondiale. Ce sont des too big to fail. Autant les banques étaient protégées par des mécanismes de résolution bancaire à une époque, autant ces entreprises ne le sont pas. Et il pourrait y avoir des répercussions mondiales extrêmement lourdes. Voilà. Donc on rappelle que le marché de l'emploi aux États-Unis souffre déjà de pertes d'emplois liées à l'IA, mais une étude du MIT, la grande entreprise, la grande université américaine, une étude du MIT montre que 95% des projets IA dans les entreprises non technologiques échouent et ne dégagent aucune productivité. Ça aussi a contribué à nourrir l'idée qu'il y avait une bulle, c'est-à-dire que les espérances que l'on met aujourd'hui dans la révolution technologique liée à l'intelligence artificielle, ces expériences sont encore loin de se concrétiser. Et donc, dans une très large mesure, les Google, les Meta, les ChatGPT vivent de rêves ou vivent un peu sur du vent. Et tout cet univers-là risque de se trouver dans une position délicate. Je souligne, c'est un risque, ce n'est pas une certitude. Si vous voulez plus de détails techniques, reportez-vous à l'article qui accompagne cette vidéo dans le Substack dont vous voyez l'adresse ci-dessus. À bientôt mes amis.